Bonjour Alain Hirschler, je vous remercie d'avoir répondu à l'invitation de l'AERIA, l'Association pour des études sur la résistance intérieure des Alsaciens. Et l'AERIA a une exposition itinérante qui présente les différentes catégories des résistants alsaciens. Cette exposition est à la médiathèque Malraux à Strasbourg. Mais je suis heureuse de vous rencontrer à Paris, où vous habitez depuis longtemps. Je sais que vous êtes né en novembre 1938, 2 mois après les funestes accords de Munich. Je sais aussi que vous êtes né en Alsace, cette terre où la communauté juive est implantée depuis plus d'un millénaire. Et précisément, vous êtes né dans le Haut-Rhin, à Mulhouse, près des rives, enfin près du Rhin, dont les rives ont permis l'épanouissement du judaïsme rhénan. Mais votre père, René Hirschler, venait lui d'une autre région. Alors, pourquoi est-il venu en Alsace et à quelle époque ? Oui, merci Madame la Présidente de l'AERIA de m'avoir invité à Paris, en l'occurrence, à évoquer mon père et ma mère. Je suis né effectivement à Mulhouse en 1938. Peu avant la guerre. Et mon père était venu à Mulhouse, il était né à Marseille, il venait de Marseille. Et pour l'anecdote, son père était né à Marseille aussi, et le premier Marseillais de la lignée, Edmond Hirschler. Son père, c'était Raoul Hirschler, et son grand-père, à mon père, mon arrière-grand-père, Edmond Hirschler, a été le premier Marseillais pour remonter la lignée paternelle au XVIIIe siècle, probablement, c'était là. On a cru souvent Prague, la Bohème, mais c'est plus vraisemblablement la Slovaquie, Bratislava. Alors toujours est-il que mon père, son père Raoul, mon grand-père, avait été dans un contexte, il remplaçait, il n'était pas. Mon père a été le premier rabbin de la lignée. Son père remplaçait le rabbin à Marseille quelquefois quand celui-ci était indisponible pour telle ou telle raison. Et il était journaliste aussi, mon grand-père Raoul. Par exemple, au moment, dans un journal Le Flambeau de Marseille, il avait comparé la révision du procès du capitaine Alfred Dreyfus, né à Mulhouse. Il avait, révision qui allait aboutir à la proclamation de l'innocence d'Alfred Dreyfus, il avait écrit un article dans le Flambeau en décembre, c'était au moment de la fête, une fête dans le judaïsme, il y a une fête, la fête des Lumières, à peu près à la même époque que le Noël chrétien. Et il avait écrit comparant ces lumières, ça s'appelle Hanouka en hébreu, la fête, à la révision du procès du capitaine Dreyfus aux lumières de Hanouka. Enfin bon, il avait traité ça de façon un peu lyrique et religieuse et réelle en même temps. Alors mon père a été nommé, il est monté, comme disent les Marseillais, de Marseille à Paris pour poursuivre ses études, et il est entré au séminaire israélite de France, rue Vauquelin, dans le 5e arrondissement de Paris, et sorti du séminaire, il a été nommé son poste à Mulhouse, en Alsace, où il n'avait jamais mis les pieds. Il devait faire la connaissance de ma mère, Simone Lévy, qui était mulhousienne, et dont le père, Paul Lévy, était né à Mulhouse aussi. Voici les circonstances dans lesquelles mon père est arrivé à Mulhouse. La photo qui représente mes parents en 1934, après la naissance de ma sœur Myriam, ma sœur aînée, dans leur appartement à Mulhouse. Un logement de fonction, puisque il était à Mulhouse et qu'il y a le concordat, comme on sait, pour les rabbins, les prêtres, les religieux. Il avait un logement de fonction, rue Scheurer-Kestner, à Mulhouse. Oui, alors ça c'est un événement mémoriel à Mulhouse de 14-18 avec des militaires, le ministre des anciens combattants, l'archevêque, le pasteur protestant. Chacun fait la prière pour ses différents fidèles.
à Mulhouse. Une commémoration, c'est d'un haut fait de la guerre 14-18. Mais je me demande si c'est pas au Hartmann-Wielerkopf. Si, le Kopf, Franchement, je ne sais pas le dire. Oui, c'est là, près de Mulhouse. Si, Oui, tu viens de le dire. Oui, Oui. oui. Ouais. C'est- Ils disent vieil Armand en français. Le vieil Armand, Voilà. c'est là. Oui. Et alors, comment, de rabbin de Mulhouse, votre père s'est-il engagé dans la résistance? Oui, alors, entre-temps, il a été nommé, il a eu 10 ans de rabbinat à Mulhouse, de 1929, de fin 1929 à 1939, à mai 1939, avant la résistance, avant la guerre et l'occupation et la résistance. Il a été nommé en mai 1939 grand rabbin de Strasbourg et du Haut-Rhin, parce que le titulaire, Isaïe Schwartz, était appelé à la fonction de grand rabbin de France et donc venait officier à Paris. Et il a été élu à l'unanimité de la communauté strasbourgeoise. Bon, sa renommée avait un peu amplifié à partir de Mulhouse. Et il a été nommé grand rabbin de France, grand rabbin de Strasbourg et du Bas-Rhin, en mai 1939, avec une cérémonie d'inauguration en juillet 1939, où bien sûr il n'a fait que, il n'a pu après déployer son activité, il n'a fait que le discours inaugural en juillet 1939, son discours inaugural de grand rabbin de Strasbourg. Alors en 1939, c'est la déclaration de guerre, il est bien sûr mobilisé, comme tous les Français, dans les chasseurs alpins. Comme il est rabbin, il est nommé aumônier militaire. Il y a des photos dans ce petit livre-là, il y a une photo de lui avec le béret alpin en militaire. On peut le trouver. Bon, une photo qui est, je ne sais pas si à la gauche, en haut à gauche, il y a mon père militaire en 1939, à l'armistice. Il est démobilisé, comme tout le monde, et d'Alsace, tous les Juifs partent d'Alsace, comme tous les autres Alsaciens d'ailleurs. Il y avait des structures en cas de conflit avec l'Allemagne, ça pouvait arriver, c'était déjà arrivé plusieurs fois, ça pouvait encore arriver. Dans le Périgord et dans le Limousin. Alors, les Juifs, comme les autres, comme leurs compatriotes alsaciens, vont dans le Limousin, dans le Périgord. Mon père y va aussi avec son épouse et ses 3 enfants, dont mes 2 sœurs aînées et moi, le plus petit. Et bien sûr, à l'armistice, les Alsaciens, pas juifs, peuvent revenir, s'ils le veulent, en Alsace. Évidemment pas les Juifs, qui de toute façon tenaient pas trop à revenir, puisque les 2 départements alsaciens et la Moselle devaient être aussitôt annexés par l'Allemagne nazie, annexés à l'Allemagne. Alors évidemment, il n'y avait pas de place pour les Juifs, même s'ils l'auraient désiré. Et il aide d'ailleurs, d'abord, c'était encore dans la zone libre, le Périgord, il aide, où c'était déjà la zone occupée, mais il aide matériellement ceux qui sont démunis dans le besoin, il fait la tournée, et peu à peu, il y a des camps qui s'instaurent, des camps où il y avait eu des camps dans le sud de la France, où il y avait eu d'ailleurs beaucoup de républicains espagnols qui, à la débâcle de l'armée républicaine, après la victoire des troupes franquistes, étaient venus dans le sud de la France, ailleurs aussi. La France, on avait interné pas mal de ces personnes-là, des républicains espagnols, dans ces camps. Gurs, Recebedou, Noé, il y en a plus vers la Méditerranée, les Milles. Et mon père est nommé, alors plus aumônier militaire, mais aumônier général des camps d'internement, par le consistoire israélite qui avait encore une existence légale. C'était plus pour longtemps, mais il y avait encore une certaine forme de légalité. Il est nommé aumônier général. Il peut, en tant que rabbin, comme des prêtres catholiques, protestants, ou des imams musulmans, s'il y en avait, il peut pénétrer dans les camps encore. C'était plus pour très longtemps. Et alors, il profite de cela pour aider
il aide au maximum, avec d'autres aumôniers adjoints, à aider les malheureux qui sont dans le dénouement le plus total, matériel et moral, dans ces camps d'internement. Et il essaye de faire sortir, et il y arrive beaucoup, des femmes enceintes, des vieux, des malades, des enfants qui plus tard seront placés dans des différents endroits et échapperont à la déportation et donc à la mort, plus ou moins probable. Et tant qu'il peut faire, il agit comme ça. Et ensuite, quand il passe à d'autres formes de résistance. Déjà à Périgueux, il avait aidé à l'évasion, à l'élaboration de l'évasion de 10 officiers britanniques parachutés en France, qui ont pu s'évader de la prison de Périgueux et rejoindre l'Angleterre et continuer le combat avec leur pays, l'Angleterre. Et puis alors après, il participe à la confection. Il aide à passer en Suisse, en Espagne, parce que l'Espagne, avec le régime qu'elle avait, elle n'avait pas une politique d'extermination vers les Juifs comme celle de l'Allemagne, l'Italie non plus d'ailleurs, dans une moindre mesure. Et déjà, d'aider dans les camps, c'était difficile, c'était une forme de résistance, de sauver des vies. D'autres l'ont fait, des non-juifs, au péril de leur vie, ont aidé des familles à échapper à la déportation, alors que c'était un grave délit. Pour l'époque, ils risquaient leur vie. Les fameux justes dont on parle souvent. Et il a ces formes de résistance. Il participe aussi, à partir d'un certain moment, à l'élaboration de faux papiers. Il aide à passer, comme je le disais à l'instant, il aide des enfants, des familles à passer en Suisse ou en Espagne. Alors, ce sont diverses formes de résistance qui fait que, d'ailleurs, à propos de résistance, à titre posthume, la médaille de la résistance lui a été attribuée peu après la guerre. Votre mère vous a élevé. Mais c'était certainement pas facile avec la tâche de votre père, mais elle a développé un talent littéraire déjà quand elle était jeune fille, et ensuite en étant femme mariée, mère de famille. Et vous avez édité en 2009 des textes qu'elle avait écrits. Et vous les avez réunis sous le titre « Le mariage merveilleux et autres contes d'Israël ». Comment en êtes-vous venu là ? Alors, je savais que ma mère avait écrit des contes et je me suis mis à les rechercher un peu méthodiquement, un peu avant 2009, vers 2005 environ, approximativement. Je me suis adressé à différentes bibliothèques et je suis tombé dans la bibliothèque rue La Bruyère, une bibliothèque qui a des ouvrages à thème juif principalement, et ils m'ont dit oui, on a cette collection, on a cette revue, peut-être pas de façon exhaustive, mais ils avaient beaucoup de numéros de cette revue, bien conservée. On m'a fait des photocopies. Et j'ai retranscrit cela à la machine à traitement texte, l'ordinateur, et ça a été publié voici le livre, par les éditions Lichma en 2009. Voici avec des belles illustrations de Anne Rothschild, une artiste sculpteur, peintre, et qui est poète aussi. Alors, ça a été reconstitué. Il n'y a pas la totalité des contes qu'elle a écrits, mais il y en a une vingtaine. À chaque conte, il y a des illustrations. J'ouvre au hasard. Voilà, sur un beau papier. L'éditeur doit le rééditer prochainement, je ne sais pas quand, parce que ça s'est épuisé. Il a rencontré un certain écho. Bien sûr, ça a été une satisfaction pour moi très forte et émouvante. Enfin, à chaque conte, il y a un qui sont jolis. Le jaune, là, oui. Celui-là, par exemple. Ah, ouais. Oui, entre autres. Oui, bleu, il y en a un bleu qui est joli. Toi, tu veux. Il y en a des bleus. Il y en a bleu, tu aimes bien les bleus. Oui, il y en a. Attends, le bleu, par exemple celui-là, mais il y en a, oui, celui-là, entre autres. C'est l'Arche de Noé qui se. Ah.
ça, je crois bien, hein. Ouais, L'arche de là-bas. non, elle est pêchée dans la... Le marchand, tout à le dessin, c'est l'arche de Noé. Ça, c'est celui de la couverture, là, en plus grand. Celui-là. Ah. Il étudie par la fenêtre. C'est le Hillel, hein, qui vivait lors du Talmud en l'an 70. Votre mère était douée pour l'écriture, mais elle a été distinguée à titre posthume de la Croix de guerre avec étoile d'argent. Donc je suppose qu'il y avait des raisons très importantes pour qu'une femme reçoive cette distinction. Oui, j'ai je ne l'ai pas avec moi, mais j'ai un papier, le texte des attendus, comme on dirait en termes juridiques, des raisons pour lesquelles cette distinction de croix de guerre avec étoile d'argent, mon père, comme je viens de le dire, a eu la médaille de la Résistance, cette distinction a été attribuée à ma mère, où il est dit, signé du général de Jussieu Pontcarral, je me rappelle, en 1946, disant qu'elle s'est, aux côtés de son mari, qu'elle a eu une conduite exemplaire, et quand elle a été arrêtée pour ses compagnes détenues, elle leur a essayé de lui insuffler le moral, qu'elle avait mis ses enfants à l'abri, compte tenu des activités qui étaient celles de son mari et d'elle-même. Oui, à titre posthume, la croix de guerre avec étoile d'argent a été attribuée à ma mère pour ses activités de résistance, quoi, aussi. Effectivement. Mais mes parents, d'ailleurs, oui, parce qu'ils ont été arrêté le 22 décembre 1943 à Marseille. À Marseille, pas parce que c'était la ville de naissance de mon père, mais parce que d'Alsace, ayant fait un peu tout le tour de France avec les 3 enfants, et dont moi le plus petit, Nantes, Bordeaux, Toulouse, Mont-de-Marsan, après Périgueux, je parlais de Périgueux tout à l'heure, Mont-de-Marsan, puis Marseille, au fur et à mesure de l'avancée des troupes allemandes. Et puis Marseille, à un moment donné, comme on sait, les Allemands ont occupé en 1942 la zone sud, et il ne restait que les Alpes-Maritimes, qui étaient sous autorité italienne, mais à partir d'un certain moment, ça n'a plus été le cas. Et quand les Allemands, dans les Alpes-Maritimes, sont intervenus, la persécution des Juifs a été totale. Ils avaient mis ils ont été arrêtés le 22 décembre 1943, 3 semaines à peu près après avoir caché, comme on dit, le terme enfant caché correspond bien à la réalité, leurs 3 enfants, mes 2 sœurs aînées et moi, le tout petit. On a eu la chance, entre guillemets, tout est relatif. Il y a des fratries qui ont été complètement séparées, d'autres qui ont eu plus de traces de personne. Nous, on est restés, nous 3, ensemble. C'était déjà ça. Alors, à Combloux, ils nous ont conduits à Combloux, dans un home d'enfants laïque, et ils sont revenus à Marseille pour continuer leur tâche en espérant nous revoir le plus tôt possible. Et au moment où ils allaient partir dans la clandestinité, le 22 décembre 1943, ils ont été arrêtés. La veille où ils allaient partir dans la clandestinité, avec des faux papiers, probablement en Suisse, pour nous rejoindre dès que possible. Ils ont été arrêtés, emprisonnés à Marseille, puis transférés à Drancy, dans ce camp de Drancy qui était l'antichambre de la déportation vers Auschwitz notamment. Et ils sont restés 1 mois dans ce camp de Drancy, et ils ont été déportés tous les 2 le 6 février 1944 par le convoi 67, comme on a numéroté les convois à partir de France. Et on a eu jusqu'en août 1944, alors que le débarquement des Alliés avait eu lieu le 6 juin 1944. Comme on sait, la persécution des Juifs, c'était primordial, c'était une priorité, ça reste une priorité jusqu'à la dernière minute. Du gouvernement d'alors de la France,
et des nazis qui occupaient la France. Alors, ils ont arrivé à Auschwitz. On sait que ma mère a été à Birkenau, qui était le camp annexe d'Auschwitz, et elle a tenu le choc, mais elle est tombée malade complètement dans des conditions complètement inhumaines de vie. Et on sait par des témoins qui, heureusement, sont revenus, qu'elle a été morte, gazée, en chambre à gaz, le 17 avril 1944, 17 ou 18 avril 1944. Elle a pu... Alors, mon père l'a su, il y avait des passerelles qui existaient, il a tenu le choc. Je sais quand il a appris, j'ai rencontré Raphaël Ezraïl, qui est le président de l'amicale des anciens d'Auschwitz, qui était tout jeune à Auschwitz, qui a connu mon père à Auschwitz, et qui m'a dit qu'il a, avec courage, beaucoup de peine, mais bien sûr, mais il a tenu le choc avec courage, apprenant le décès de son épouse. Il a tenu le choc, il a fait les marches qu'on a appelées les marches de la mort, en janvier 1945, à l'évacuation du camp d'Auschwitz, devant l'avancée des troupes alliées, américaines, anglaises, russes. Il a tenu le choc jusqu'à Mauthausen, un autre camp Mauthausen, dans le sud en Autriche actuelle. On sait par quelqu'un qui est revenu, un témoin, qui, heureusement pour lui, est revenu de Mauthausen. Il est mort peu de temps avant la libération du camp. Sur la route, avec les SS, il est mort peu de temps avant la libération du camp de Mauthausen. Voilà, en ce qui concerne mon père et ma mère. Celle-là, c'est la dernière. Il s'est pris par mon père quand il nous amène en Haute-Savoie, le jour de mon anniversaire. C'est le dernier jour qu'ils nous verront et qu'on les verra. Ils repartent le lendemain. Là, il prend ma mère moi, je suis au centre, le plus petit, là, ma sœur Myriam, Jocelyne. Donc, votre grand-mère a longtemps habité à Mulhouse, mais elle était lorraine et bilingue, franco-allemande, du fait de sa date de naissance. Est-ce que vous vous rappelez, celle qui vous a élevé après-guerre, et vous vous rappelez comment elle réagissait face à l'Allemagne par rapport à cette immense peine qu'elle devait avoir avec la disparition tragique de sa fille et de son gendre? Comment elle réagissait? Quels sont vos souvenirs? Alors, après la guerre, bien sûr, elle était très triste de la mort et dans les conditions qui ont été celles de la mort de sa fille, de son gendre. Elle était elle avait un grand amour pour sa fille, elle aimait beaucoup son gendre. Mais d'un autre côté, parce que je dois dire, c'est elle qui nous a élevés après la guerre. Alors, elle avait des moments de spleen, bien sûr, comme elle disait, de cafard, comme on peut appeler ça comme on veut. Mais je pense que d'une certaine manière, le fait d'avoir à s'occuper des 3 enfants de sa sœur, ça l'a, pour employer un anglicisme, ça l'a boosté, je pense. Enfin, elle a fait de son mieux pour nous élever, elle a été admirable. Bien sûr, ça ne remplace pas le manque d'un père et d'une mère, ou de l'un des deux, et a fortiori des deux. Mais elle a fait de son mieux. Elle nous a entourés du mieux possible. Et alors, par rapport à votre question, par rapport à l'Allemagne, bon, elle avait une haine pour l'Allemagne. Je me rappelle, elle, bon, il faut dire, oui, il faut se situer dans l'époque. Je me rappelle ma sœur Myriam, nous étions Myriam, après Jocelyne et moi Alain, le petit, une fois avait amené à la maison une copine allemande qu'elle s'était faite à l'école, je ne sais pas trop à quelle occasion, elle l'avait amenée à la maison, et quand elle a su ça, ma grand-mère, qu'elle allait, comment tu vas, une bochesse ici, non, c'est pas possible. Bon, enfin, je ne sais plus comment ça s'est terminé. Oui, ma grand-mère, c'était un peu épidermique comme réaction vis-à-vis de l'Allemagne, ce qu'on peut comprendre fortement. Alors moi, non, c'est sûr que les Allemands de maintenant, il ne faut pas les confondre avec ceux qui ont pu être favorables au régime nazi ou qui ont participé activement. D'ailleurs,
C'est tout à fait admirable. Souvent, là, nous sommes dans une interview, je vous en remercie encore, mais souvent je témoigne auprès des jeunes scolaires de ma petite enfance d'enfant caché. Enfin, témoigne, j'ai reconstitué, d'après de la documentation, d'après des témoignages de jeunes dont les parents avaient connu mes parents, avec des témoignages, avec de la documentation que j'ai trouvé un peu partout. Je peux raconter cela aux jeunes scolaires, dont des jeunes Allemands qui se réunissent, des jeunes Allemands juste post-baccalauréat. L'année, ils ont en Allemagne une sorte d'année sabbatique. Ces jeunes Allemands font partie d'une association d'obédience protestante, religieusement des protestants allemands, qui sont volontaires pour œuvrer dans des organisations juives aux États-Unis, en Angleterre, en Belgique, en Hollande, en France, en Israël. Alors ceux qui vont en France sont francophones, heureusement, parce que j'aurais pas pu témoigner auprès d'eux, je ne connais pas l'allemand. Et ils sont tout à fait exceptionnels. Leurs questions, ils veulent en quelque sorte réparer les méfaits qu'ont pu commettre certains de leurs ancêtres, les méfaits de la Shoah et de leur pays en tant que tel, l'État allemand qui avait un antisémitisme d'État, qui avait persécuté les Juifs au point que l'on connaît. Et d'ailleurs, cette association de jeunes protestants allemands a été créée en 1958 pour fêter leur 60e anniversaire en 2018. Moi et puis quelqu'un d'autre de France, nous étions 3 de France, quelques témoins de différents pays ont été invités à Berlin à l'occasion des festivités du 60e anniversaire de cette association. Amitié, reconstruction, enfin je traduis plus ou moins bien l'appellation allemande, et ça a été assez formidable. Ces 4 jours passés à Berlin, nous avons été reçus par le président de l'État, Franz-Walter Steinmeier, par la ministre des Affaires étrangères. Ils avaient fait les choses en grand, et puis fondamentalement la démarche de ces jeunes Allemands, bien sûr, qui veulent, comme je le disais, réparer la Shoah encore 3 générations après, c'est assez formidable. Et bon, des Allemands comme ça, ils sont exceptionnels. Tout simplement, je vous remercie vraiment du fond du cœur, Alain Hirschler, d'avoir présenté le parcours héroïque de vos parents. Et grâce aux livres que vous avez publiés, grâce aux commémorations, grâce aux témoignages que vous faites régulièrement devant des publics scolaires, grâce aussi à cet entretien. Il faut espérer que leur mémoire soit perpétuée très longtemps.